Chers amis, chers auditeurs de Toxin, bonjour, bonsoir, c'est l'heure du rendez-vous quotidien. Nous sommes le vendredi 10 août, 9 août, pardon, 9 août, voilà, le temps passe déjà trop vite. Et aujourd'hui, émission spéciale sur les élections américaines, puisque nous avons eu un mois de juillet extrêmement chargé, que nous avons couvert à moitié sur Toxin, parce que nous sommes partis en vacances ensuite. Et donc, on n'a pas eu le temps de revenir sur tout ce qui s'était passé à ce moment-là, et c'est l'occasion de le faire, puisque l'actualité s'enrichit de jour en jour. Et pour ce faire aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir avec moi Nicolas Conquer. Bonjour Nicolas. Bonjour Valentin. Alors merci d'être avec nous ce soir pour parler donc de ces élections américaines. Je rappelle que tu es porte-parole des Républicains Overseas, c'est-à-dire en fait le parti républicain américain en France, qui n'a rien à voir avec LR. Donc je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que voilà, pour revenir sur cette fin de mois de juillet et ce début du mois d'août, très très riche de l'autre côté de l'Atlantique, on va peut-être refaire un historique en repartant de cette tentative d'assassinat de Donald Trump le 13 juillet dernier, voilà, qui est quand même un événement comme on en voit aujourd'hui rarement. Il y a peu d'événements aujourd'hui qui font date au niveau de l'histoire, mais je pense que celui-là le fera. Et puis bah, après, on va revenir sur cette Kamala Harris, donc, qui a succédé à Joe Biden pour la candidature démocrate. Mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé au lendemain du 13 juillet? On sait qu'il y a eu aussi notamment beaucoup d'accusations de complot sur cette histoire de Trump, de tentative d'assassinat. Et puis aussi Google qui s'est illustré en supprimant totalement Donald Trump de ses mentions de recherche. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses. Je te laisse dérouler sur ce sujet. Alors effectivement, on arrive au mois de juillet, on est dans le cadre de cette campagne américaine qui semble être un match retour de la campagne de 2020 qu'on a vu, à savoir un Donald Trump face à un Joe Biden. Ça, c'était sans compter ce qui allait se passer. On est donc à la fin de cette pré-campagne qui allait mener à la convention républicaine qui se déroulait donc le 15 juillet dans un État clé des États-Unis qui est le Wisconsin. Et le dernier meeting de campagne qui se déroule au beau milieu de la Pennsylvanie, dans une zone très rurale, il se passe ces images qu'on a tous vues vraiment, vraiment de manière médusée, cette tentative d'assassinat sur Donald Trump en plein meeting, alors que quand on le revoit après sur toutes les images, il y avait des signalements, il y avait énormément de failles dans le dispositif, tout le monde est alarmé, catastrophé que ça ait pu se produire, et surtout de voir Donald Trump miraculé qui se relève après avoir pris une balle dans l'oreille et qui lève le poing, fight, fight, fight. Voilà, ces images qui ont marqué tous les esprits et toutes les caméras du monde entier étaient rivées sur les États-Unis et sur Donald Trump à ce moment-là, qui est miraculé. Et effectivement, 2 semaines après, on assiste à une espèce d'omerta, une forme de censure par le vide, et notamment par ces big tech, ces géants de la Silicon Valley, Google et Facebook et autres, qui ont fait ce qu'on appelle une censure et qui ont masqué, comme on disait, des résultats de recherche. Le fait que c'est tout simplement ce soit produit. Donc le big tech est devenu ce qu'on appelle en anglais the rig tech. Le rig, c'est une rig, c'est corrompu. Donc il y a un effort partisan d'arriver à censurer ce qui s'est produit sur Donald Trump, qui est un absolu scandale. C'est important de rappeler qu'il y a effectivement une tradition triste, mais une tradition de violence dans la politique aux États-Unis. Depuis la création des États-Unis, il y a eu 5 tentatives et ou assassinats sur des présidents en exercice ou candidats. Il y avait notamment Abraham Lincoln, mais on peut également penser à John F. Kennedy il y a 60 ans. Mais la dernière fois, ça remontait il y a 40 ans avec Ronald Reagan en 1980, donc c'était pas hier. Et de fait, cette violence politique, elle s'était un peu dissipée depuis. Donc là, on est vraiment rebasculé dans quelque chose d'assez grave. Votre candidat à la présidence qui fait l'objet d'une tentative d'assassinat dans des conditions qui sont tout à fait questionnables. Comment se fait-il qu'un tireur puisse s'approcher aussi proche de quelqu'un qui devrait être la personne la plus protégée au monde et appliquer un tir avec une arme semi-automatique d'épaule à peine 100 mètres de distance? Le tout en ratant, donc ça c'est un petit peu l'œuvre de qui vous voudrez bien, mais il y a effectivement beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et sans vouloir donner dans les théories diverses et variées, c'est surtout pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on connaît aussi peu les motivations, de background, de parcours de ce tueur, et qu'on en tire clairement la responsabilité. Il y avait, comme on l'attend souvent aux États-Unis, la démission qui avait été demandée de la responsable des services secrets, donc qui est une agence en particulier qui a la charge de la défense du président, du vice-président et d'autres personnalités politiques, qui a fini par présenter sa démission, mais elle aurait dû être licenciée immédiatement, séance tenante, de par cette faille massive dans le dispositif. Donc ça, c'était le 13 juillet. C'était pile au moment de notre 14 juillet à nous, mais de fait, c'était une actualité chargée, et ça a vraiment
permis de remettre un peu la focale sur cette campagne américaine que tout le monde pensait un peu monotone, convenue et prévisible. Là, on a bien vu qu'on n'était pas au bout de nos surprises, d'autant plus que quelques jours plus tard intervient ce retrait de la course de Joe Biden, qu'on savait très en difficulté, notamment par son âge, ses capacités cognitives et physiques déclinantes, qu'on dénonce depuis plusieurs mois, mais qui était un peu crevé devant les caméras de télévision et aux yeux de tout le monde. Dans 51 millions de téléspectateurs, le 27 juin, il fait un débat face à Donald Trump et on voit que quand il n'est pas en prompteur et quand c'est pas scripté, il s'est complètement liquéfié et il a montré vraiment à quel point il J'ai était envie de dire, même quand il y a fébrile. un prompteur, c'est pas tout à fait clair. Mais effectivement, là, Non, effectivement, quand il ouais. était sans Ouais, filet, ça s'est clairement vu devant tout le monde. donc là, c'était plus qu'il n'en fallait et c'était quelque chose dont il n'allait pas se relever. Et effectivement, les démocrates ont choisi cette technique, quitte en invoquant en premier lieu un Covid un peu opportun pour un peu le retirer de la scène. Et c'est depuis sa maison de vacances du Delaware, là où il a passé d'ailleurs 30% de son temps durant son mandat. D'ailleurs, c'est important de rappeler, hein, au cas où on aurait oublié, c'est qu'il est encore le président en exercice, ce qu'on a du mal à croire. Mais donc, de fait, il me disait à peine une semaine après la tentative d'assassinat à la Convention républicaine, Joe Biden quitte la scène et monte péniblement dans son avion. D'ailleurs, il monte dans la soute de l'avion avec des escaliers qui sont plus bas. Il monte fébrilement et 2 jours plus tard, il émet un communiqué par Twitter X dans lequel il dit voilà, pour l'intérêt suprême du pays, je ne vais pas me représenter à ma succession sans expliquer ni les causes ni le pourquoi du comment. Et donc, du coup, c'est par un communiqué numérique signé sans qu'on ait d'image, sans qu'on ait de vidéo, et qui laisse à penser que c'était un peu à l'insu de son plein gré. Et du fait, ça aussi, ça pose question si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir vous représenter, est-ce que vous êtes encore en mesure d'être le président et d'assurer le job le plus dur du monde encore pour les 6 mois à venir? Donc, ça pose des réelles questions et ça laisse à penser que Joe Biden devrait soit démissionner, soit à ce du Kamala Harris, en l'occurrence, c'est désormais la candidate, fasse et recours à un amendement qui est le 25e amendement et qui permet de destituer un président en exercice si jamais il était jugé trop fébrile ou déficient mentalement. Donc ça, c'est une succession d'événements très rapprochés et qui ont permis de relancer cette campagne, mais surtout de permettre aux démocrates, de manière très opportune, et 3 semaines avant leur convention qui se déroule le 19 octobre, pardon, le 19 août, de propulser cette candidate Kamala Harris, qui est donc la vice-présidente depuis 3 ans et demi, qui est une ancienne sénatrice de Californie, et on reviendra plus sur son parcours et qui elle est véritablement, mais de vraiment, sans qu'il y ait de débat au sein de ce parti démocrate pour savoir qui devait être le candidat qui allait représenter les démocrates, d'imposer ce candidat. Donc, alors que Joe Biden, lui, avait eu 14 millions de voix lors de cette primaire, Kamala Harris devient la candidate avec absolument 0 voix. Et Donc il y voilà. aura une primaire quand même démocrate finalement le 19 août. Alors, pardon, c'est la primaire, c'est la convention, c'est Ah le oui, d'accord. rassemblement de l'ensemble des délégués qui, de fait, viennent instituer cette candidate qui aura été appointée de manière au préalable par les délégués qui ont reporté leur voix sur cette candidate. Mais ça laisse à penser qu'il n'y a pas eu de débat. D'ailleurs, cette primaire elle-même a été faussée durant tous ces mois précédents où Joe Biden était le seul candidat véritable. Il y avait 2 autres micro-candidats qui n'ont pas pesé et qui n'ont raflé aucune voix lors de ces primaires. Mais ça aurait pu permettre d'avoir un vrai débat entre l'aile woke du Parti démocrate, l'aile plus modérée, et voir ce qu'il en sortirait. Mais là, c'est une manière de confisquer le débat, d'imposer un candidat. Et là, Mais c'est même une. effectivement, Alors, je n'ai pas un spécialiste de l'histoire des États-Unis, mais c'est une première, non, dans l'histoire récente des États-Unis, d'avoir un des deux principaux candidats qui est investi sans primaire. il y a pu y avoir, donc en fait, en l'occurrence, il y a eu des primaires, mais il n'y a pas eu de débat Ah oui, voilà, oui. lors de Il y a eu ces. qu'un Mais là, de candidat. fait que Kamala arrive, ils étaient de part sur le même ticket, ce qui peut renforcer aussi certaines situations administrativo-financières, c'est-à-dire que tout l'argent que Biden a levé pendant sa campagne peut de fait être mécaniquement transféré à Kamala Harris, ce qui est facilité bien des choses parce que l'avant tout, c'est le nerf de la guerre. On le voit, les sommes de campagne aux États-Unis sont absolument délirantes. Au bas mot, on parle environ d'1 milliard de dollars pour faire campagne pour un seul candidat à la présidence.
Donc là, à l'heure actuelle, elle est déjà partie avec un petit trésor de guerre. Il y a aussi une dynamique qui a été relancée. Vraiment, les démocrates n'y croyaient plus. Il y avait vraiment beaucoup de réticence. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui a permis de enfin, raisonner Joe Biden à sortir de cette course en disant, bah, en fait, les investisseurs ne vont plus suivre. Vous n'aurez plus de donateurs pour financer votre campagne. Donc, les vivres vont venir t'à manquer. Donc, ça fait que désormais, les avoirs étaient gelés et ils ont pu relancer toute sorte forme de récolte de fonds. Encore une fois, c'est important de le rappeler, la démocratie n'est pas à vendre aux États-Unis, donc c'est pas parce que vous ramassez plus que vous aurez plus de voix. Et autre chose, c'est que déjà dans les campagnes précédentes, Donald Trump faisait un meilleur usage de ses fonds de campagne quand faisaient les démocrates. Avec moins de budget, il arrivait à avoir plus d'impact. Donc c'est pas encore une fois tellement la quantité de ce que vous allez gagner qui va faire la différence, mais vraiment comment vous allez employer vos axes de campagne. Donc c'est vraiment ça qui aujourd'hui font que on est à la veille de cette convention démocrate avec ce duo dont on aura l'occasion de reparler, donc Harris-Walz versus Trump et J.D. Vance. Donc deux duos de colistiers qui sont formés avec une campagne éclair qui, rappelons-le, va notamment permettre aux démocrates de passer à travers un petit peu toute la petite veille et l'intérêt qu'on pourrait porter aux candidats pour montrer un peu toutes les failles. On rappelle qu'aujourd'hui, ça fait 18 jours que Kamala Harris est la candidate quasi officielle, mais candidate naturelle du Parti démocrate. Elle a répondu à aucune question de journaliste, Hmm. de médias, on va dire, pas complaisants, fait aucune conférence de presse. Elle est que sur prompteur. Et les rares fois où elle intervient dans des médias qui lui sont complaisants, elle fait l'éloge du wikisme à tous les étages. Donc ça montre vraiment que on peut avoir hâte, et à juste titre, de la voir débattre contre Donald Trump. Euh, la dernière fois qu'il a débattu avec notre candidat démocrate, il est sorti de la course 15 jours après. Donc, est-ce qu'on aura le droit à un même scénario? L'histoire nous le dira. L'histoire nous le dira. En tout cas, c'est vrai que ça pose question cette volonté de Kamala Harris pour l'instant à ne répondre qu'à des médias amis. Et en tout cas, c'est pas ce que fait Donald Trump, mais on va revenir dessus plus tard. D'ailleurs, vous parliez de cette dynamique qui était enclenchée par la candidature de Kamala Harris. Ça a mis en branle aussi un système médiatique qui jusque-là, lui aussi, j'ai l'impression, n'y croyait plus. Et là, je me suis forcément, pour préparer l'interview, j'ai regardé les titres, notamment de la presse française et internationale sur Donald Trump, et on est revenu à ce qui pouvait arriver quand il y avait la campagne de Hillary Clinton et de Joe Biden en 2020, c'est-à-dire des articles hyper agressifs, constamment partiaux et négatifs sur Donald Trump. On va dire qu'on s'y attendait, mais en tout cas, ça prouve que le système croit de nouveau en son candidat. J'ai notamment vu alors un entretien du Point ou de l'Express dans lequel on explique que si Trump passe, il y aura une récession aux États-Unis. Donc ce sera uniquement si Trump passe et que Kamala Harris passe, à mon avis, il y aura des jours de croissance très heureux aux États-Unis. Et puis d'autres choses, alors sur le risque géopolitique évidemment également. Donc on a en tout cas aussi la mise en branle de ce système. Qu'est-ce que vous pensez des effets de ce système sur la population américaine? Est-ce qu'elle peut être à nouveau sensible? Est-ce que le match est vraiment relancé? On a vu des instituts de sondage qui plaçaient déjà Kamala Harris devant Donald Trump. Bon, là encore, rien de nouveau sous le soleil. Mais est-ce que c'est un effet, cette dynamique, elle a vraiment un écho dans le peuple américain, ou est-ce que c'est une sorte de bulle artificielle qui va éclater au lendemain des élections? On le disait, la campagne démocrate, elle pâtissait, elle était vraiment au point mort avec Joe Biden, littéralement un peu affaibli. Cette annonce de candidature, elle a remis un peu du vent dans les voiles et on assiste actuellement à une espèce d'effet lune de miel à la suite de cette annonce de candidature. C'est l'extase, il y a beaucoup de soutien, beaucoup de gens d'establishment d'Hollywood qui viennent soutenir. On voit l'équipe de campagne qui sont faits avec des musiques de Beyoncé. Enfin voilà, c'est quelque chose, beaucoup de pets, mais beaucoup alimenté aussi par ces médias qui sont très complaisants. Une opération de relations de presse massive qui viennent consacrer cette Kamala Harris qui effectivement ne répond à aucune question, mais qui fait la une de tous les magazines tabloïds et tout ce que vous voudrez. Donc, à l'heure actuelle, elle est soutenue, elle est encensée par cette caste médiatique, mais les Américains ne sont pas dupes et ne se laisseront pas avoir dans cette nouvelle machination un peu du système qui cherche à nous imposer un candidat sans qu'elle puisse répondre à des préoccupations de fond. Alors, on l'a dit, les menaces de la récession, ça serait bien de pointer du doigt le bilan de Kamala Harris, dont elle est co-responsable avec Joe Biden, qui eux ont effectivement traversé une récession durant ce mandat. Donc on a également, on l'a parlé dans un premier temps sur la couverture ou la censure par la vide de Google de la tentative d'assassinat de Donald Trump. Là, en l'occurrence, en ce qui concerne le passif
et le bilan de Kamala Harris, il y a une grosse tentative d'effacer tout ce qui pourrait avoir trait à son bilan avec Joe Biden. Des médias qui sont pourtant pignon sur rue, des Axios, des MSNBC, qui viennent dire, bah, en fait, non, bah, Kamala Harris, elle n'était pas du tout responsable de la gestion de la frontière. C'était pas le border czar, un titre dont elle a été investie à l'époque, hein, et donc je souhaitais vous dire, voilà, c'est elle qui va gérer ça, et désormais, bah non, c'est plus ça. Un autre élément intéressant, c'est que Kamala Harris, aujourd'hui, on vous dit, ça sera potentiellement la première présidente noire des États-Unis, à ceci près que lorsqu'elle a été investie au Sénat en 2019, on vous disait, et à juste titre, ses vraies origines, c'est qu'elle est fille d'une indienne, enfin d'une mère indienne et d'un père, Jamaïcain. d'un père des Caraïbes, Jamaïque des Caraïbes. Donc voilà, elle est un peu dans une logique un peu de caméléon, de changer son identité pour parler à qui lui plaira. Et on le voit même dans ses prises, de ses intonations, lorsqu'elle est dans des États du Sud, elle va prendre un accent un peu sudiste, un accent un peu nord-américain, alors que elle a grandi au Canada, elle a vécu en Californie, elle a absolument rien à voir avec cette population. Donc il y a ce côté où c'est vraiment, on avait le fight, fight, fight de Donald Trump et on a le fake, fake, fake de Kamala Harris, le fake qui veut dire le faux, qui est un peu à jouer un petit peu sur cette personnalité qu'on n'a pas le temps de creuser et qui, de fait, la seule raison pourquoi elle était sortie si tardivement, c'est parce que, et Joe Biden le savait, qu'il y avait des personnes qui étaient aussi impopulaires qu'elle, de fait, et littéralement dans l'histoire des États-Unis, c'est celle qui avait la popularité la plus basse en tant que vice-présidente. Oui, alors pourquoi, d'où vient cette impopularité? Parce que des États-Unis, on imagine les raisons qui peuvent pousser des Américains à détester Joe Biden, bon, son bilan et puis voilà, ses problèmes cognitifs. Mais Kamala Harris, j'ai toujours entendu, en tout cas sur les antennes de Talk 5, qu'elle était très impopulaire, qu'elle était considérée comme incompétente. Alors effectivement, elle a un rire un petit peu flippant, c'est sûr, que dans ses interventions. Mais en quoi est-ce que, voilà, qu'est-ce qui lui vaut cette impopularité? Qui maintenant, selon les médias, aurait disparu parce qu'il y a une dynamique pour elle, mais en tout cas, voilà, d'où ça vient et puis en quoi elle se différencie aussi sur le plan politique peut-être de Joe Biden. Est-ce elle a une aile plus à gauche, encore sur le plan sociétal? Ce rejet de Kamala Harris, c'est pas spontané, c'est vraiment quelque chose qu'elle a elle-même généré et qui se base, un, sur sa personne, deux, sur son parcours et trois, sur les politiques qu'elle a mis en place. Kamala Harris, elle vient de Californie. C'est quelqu'un qui a été vraiment extrêmement carriériste et qui n'a pas hésité à user de tous ses précieux atouts pour grimper dans la hiérarchie. Elle a eu des liens avec le maire de San Francisco alors qu'il était marié à l'époque. Elle a eu des rôles dans la justice, district attorney et ensuite en gros un peu le ministre de la Justice de la Californie, dans lequel elle a été à la fois très sévère sur des petits crimes de consommation de cannabis, mais également très complaisante vis-à-vis de crimes et de délits plus graves qui font que la Californie est devenue ce que c'est devenu aujourd'hui, avec énormément de vols à l'arraché, de cambriolages pour lesquels, si vous volez pas de plus de 1 000 $, en gros, il faut laisser faire. Donc ça lui vaut vraiment d'être. D'ailleurs, quand elle a été élue sénatrice, GovRank, c'est un institut qui classe les sénateurs, l'a placée comme étant la sénatrice la plus libérale, c'est-à-dire la plus à l'extrême gauche du Sénat, encore plus à gauche que Bernie Sanders ou d'autres sénateurs, Elizabeth Warren, des gens qui sont déjà très très à gauche. Donc littéralement la sénatrice la plus à gauche. Lorsqu'elle était en candidate pour les primaires de 2020, parce qu'elle était candidate face à Joe Biden en 2020, elle n'est même pas allée jusqu'au premier état pour obtenir des voix et elle était très impopulaire déjà, même au sein de la communauté afro-américaine. Donc Joe Biden, lui, l'a choisi justement dans cette optique-là, il l'a clairement dit, hein, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez plus dire aujourd'hui, mais de fait, Joe Biden, lui, il a dit, je vais choisir une femme afro-américaine pour venir être ma colistière, pour pouvoir un peu courtiser le vote de ces minorités-là. Aujourd'hui, de dire ça du côté républicain, ça serait comme si c'était un affront, alors qu'on dit exactement la même chose, et sur le fait qu'elle a été prise non par ses compétences, mais en raison de son identité qu'on l'a vu, qui est un peu plastique, polymorphe, caméléon, comme on l'a dit, où elle change un peu d'identité en fonction des occasions. Donc il y a également aussi sur ce bilan en tant que vice-présidente, elle a des dossiers dont elle a été chargée, sur lesquels elle n'a pas du tout été au rendez-vous, tant sur identifier les causes de la crise migratoire qui est sans précédent sous Joe Biden avec la frontière sud du Mexique, mais également sur des questions de géopolitique et de politique internationale, où la tentative de dissuasion qu'elle a eue vis-à-vis de la Russie a été tout sauf efficace. Et à chaque fois, lorsqu'elle fait des menaces sur le Hamas, effectivement, on le voit que ça n'est pas de grande utilité. Un dernier élément par rapport à ça, c'est que
En ce qui concerne sa popularité, elle a, enfin, voilà, elle a vraiment ce côté californienne très, très détaché et très, très hors sol et vraiment, elle se veut voilà, très, très, très libérale, très, très extrême. Et on a parlé de son rire qui est une certaine manière de cacher, enfin, qui peut être désagréable, mais qui est d'une certaine manière un peu de botter en touche dès qu'il y a une question un peu compliquée et de masquer son incompétence. Et ça, encore une fois, c'est ce que les gens réalisent et ne sont pas dupes. D'accord, on voit bien en tout cas, c'est ce qu'on pour ramener un peu aussi à la compréhension à l'échelle française, c'est que ce serait une bobo, des beaux quartiers qui auraient, qui ne fonctionneraient que grâce à la vertu autoproclamée de ces idées. Je voudrais maintenant aller sur un autre volet important de cette campagne. Ce sont les colistiers. Alors vous allez peut-être nous expliquer, parce qu'en France on n'a pas vraiment ça. Quel est leur rôle dans la campagne électorale? On a eu deux choix, l'un pour Trump de J.D. Vance, qui est donc, je crois d'ailleurs, qui était à l'origine opposé à Trump il y a quelques années et qui finalement l'a rallié. Et puis de l'autre, Tim Walz, donc pour Kamala Harris, qui est dans le Minnesota, je crois. Donc vous allez nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les parcours des deux et puis les comparer, voir ce que symboliquement ça représente pour les États-Unis, parce que je crois que Tim Walz aussi, en tout cas dans ce qu'il renvoie comme image, a une sorte de gouaille populaire qui fait que certains électeurs prolétaires qui voteraient plus républicains seraient tentés de voter finalement, enfin en tout cas d'être représentés par des gens comme Tim Walz. Je vous laisse continuer sur le sujet. Alors, aux États-Unis, vous vous présentez à la présidence et vous présentez un ticket, un candidat, président et un colistier qui sera votre vice-président. Et ce, à plusieurs égards, soit parce que il y a certains dossiers qui vont lui être confiés, soit c'est si jamais vous êtes amené à être destitué, si vous arrive un événement tragique ou si vous êtes incapable de maintenir la présidence, c'est lui qui vous remplace. Et donc, ça s'est déjà présenté dans l'histoire des États-Unis que le vice-président soit celui qui prenne la place du président pour ces différentes raisons-là. Notamment, les conventions républicaines et démocrates permettent, un, de déterminer qui sera le candidat officiel, mais c'est aussi à ce moment-là que ce fameux candidat vient révéler qui sera son colistier. On l'a vu lors de la convention républicaine, il y a J.D. Vance qui a été annoncé. Là, c'est un choix des démocrates d'annoncer un peu en amont de la convention pour également soutenir un peu la dynamique d'annoncer que ce sera Tim Walz, qui est effectivement du Minnesota. Donc J.D. Vance, lui, c'est un sénateur de l'Ohio, et Tim Walz, c'est un gouverneur du Minnesota. C'est deux États qui sont situés dans le Midwest des États-Unis et qui font appel à une Amérique plus rurale, plus périphérique. Tim Walz, il vient du Minnesota, c'est un État dont moi je suis originaire, donc je connais bien la politique qu'il a menée et dont, voilà, accessoirement, le Minnesota, c'est cet État qui est du Midwest, c'est un État avec les 10 000 lacs qui est frontalier avec le Canada et qui a également tristement été célèbre pour les attentats enfin, les émeutes qui ont suivi enfin, le meurtre de George Floyd, qui était sous son gouvernorat. Et derrière, il y a eu des émeutes de Black Lives Matter qui ont mis en cendre la ville de Minneapolis et Saint-Paul. Le colistier du président ou du candidat qui appelle à être président, il a vocation à jouer un peu l'incrément de voix sur la base que peut porter le président. Donc, vous avez Donald Trump qui lui vient de la côte Est, qui est de New York, le magnat de l'immobilier, cette star de la télé-réalité. Kamala Harris, qui elle vient de Californie, qui est cette démocrate très progressiste et qui ont besoin d'avoir un appui de quelqu'un qui serait plus un peu de bon sens paysan, entre guillemets, du centre des États-Unis. Et de fait, je vais me concentrer dans un premier temps sur J.D. Vance. J.D. Vance, c'est vraiment quelqu'un qui s'est vraiment fait à la force du poignet, qui est issu vraiment de ces territoires oubliés de la mondialisation, qui a grandi dans l'Ohio, qui était vraiment dans une famille très éprouvée, blessée, une mère héroïnomane, qui a vraiment sombré un petit peu cette crise des opioïdes qu'il y a aux États-Unis. Il a été élevé par sa grand-mère, il en a fait un livre qui a été un livre à succès et un film qui est sur Netflix. Donc peut-être la seule raison valable de regarder Netflix, c'est de voir ce film qui s'appelle Hillbilly Elegy, qui est l'éloge des ploucs, qui a un récit autobiographique sur son existence, qui lui a montré que, voilà, venant de foyers blessés et de zones complètement délaissées, oubliées par les élites de Washington, il a pu se hisser à la force du poignet,
aller dans des universités. Il a été Marines, donc il a été dans l'armée américaine. Et il a été envoyé en Irak. Ça lui a permis de financer, d'obtenir une bourse pour étudier à Yale, une université prestigieuse, et par la suite de rentrer dans des cercles très proches de la Silicon Valley, d'où il a pu obtenir des financements importants. Donc on a vraiment quelqu'un qui est vraiment issu de non seulement des quartiers populaires, mais vraiment des quartiers, enfin, des familles les plus éprouvées, et qui a atteint les plus hauts sommets jusqu'à devenir sénateur. Donc c'est vraiment une belle illustration du rêve américain, et qui aujourd'hui, du côté de Trump, va incarner cette symbiose, qui sont peut-être même sur une même ligne, mais ils ont vraiment deux personnalités et deux parcours radicalement différents. Un, la côte Est et l'immobilier, et deux, J.D. Vance, plutôt le côté de l'Amérique oubliée, mais avec l'appui de la Silicon Valley, et ça qui va être très très précieux. C'est vraiment quelque chose qu'on attendait et qui en général fait beaucoup la différence. Face à Kamala Harris, qu'on a dit, qui est très progressiste de Californie, et qui, encore une fois, la sénatrice la plus radicale à gauche, et qui s'appuie sur un gouverneur qui vient de descendre des États-Unis. L'objectif est d'ailleurs, c'est où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des voix en plus. En théorie, on aurait fait appel à quelqu'un qui vient d'un des États swing states, des États pivots, ceux qui font l'élection. Il y avait d'ailleurs un gouverneur qui s'appelle Josh Shapiro, qui est un gouverneur très très star montante du Parti démocrate, qui est le gouverneur du Michigan, de Pennsylvanie, pardon, et qui est là en l'occurrence un État pivot, et qui aurait pu vraiment faire bénéficier ça à la candidature de Kamala Harris. Ce qui a pu jouer en sa défaveur, c'est ses ambitions, qui auraient peut-être pu nuire à Kamala Harris, mais également, étonnamment, au sein du Parti démocrate, c'est sa confession juive, avec laquelle il y a un gros problème d'antisémitisme rampant au sein du Parti démocrate, notamment surtout par rapport au soutien apporté à Israël, et qui valait des sobriquets comme Joe le génocidaire, et toutes sortes de petites insultes comme ça vis-à-vis de la part de la base la plus radicale du Parti démocrate vis-à-vis de Biden. Et d'ailleurs, on l'a vu hier encore dans un débat au Wisconsin, où ces manifestants pro-palestiniens ont également interrompu le discours de Kamala Harris. Donc, ils ont vraiment au sein de leur base un vrai problème d'antisémitisme. C'est ce qui a fait que Kamala Harris s'est détourné de pourtant ce candidat qui aurait fait vraiment sans doute un bon colistier, et du moins quelqu'un de plus menaçant du point de vue républicain, pour se tourner vers Tim Walz, qui est effectivement ce bon américain qui se présente un peu sur le côté américain de base, quelqu'un qui peut vous changer votre carburateur, quelqu'un qui peut réparer votre tondeuse, quelqu'un à qui vous pouvez aller boire des bières. Ça, c'est dans le storytelling, c'est comme ça qu'il se présente, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui effectivement a toujours été, qui a travaillé toujours pour l'État, qui a jamais créé de valeur, qui a jamais. Certes, il est venu à la politique tardivement, mais avant, il était enseignant, il a été dans la garde nationale, il a été au Congrès, mais il n'a pas, à proprement parler, créé d'emplois. Et aujourd'hui, on met en avant il a pas d'investissement, il a pas d'action, il n'a pas de maison, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté du quotidien des Américains, qui, eux, posent légitimement des questions sur comment joindre les deux bouts et comment ils vont vivre lors de leur retraite. Donc, voilà un peu les deux forces en puissance, et les deux colistiers qui vont s'affronter, si tant est qu'ils soient investis du côté Kamala Harris et Tim Walz, qui sont investis de manière officielle, parce que à peine annoncé ce duo, il y a déjà pas mal de, entre guillemets, des boules puantes qui sortent sur Tim Walz, parce que voilà, c'est de bonne guerre et tous les coups sont permis, mais sur son passé dans la garde nationale, et qui aurait été un peu glorifié. Il aurait un peu mis en avant, ce qui est très grave aux États-Unis, des éléments un peu de stolen valor, qu'on pourrait dire, un peu s'approprier des mérites dans l'armée qu'il n'aurait pas mérité, et qui font que éventuellement il y aura peut-être des questions. Mais vous voyez, là en ce moment, on est d'un côté comme de l'autre, un peu à critiquer les choix des vice-présidents, et de savoir un petit peu, de faire pression sur les candidats pour qu'ils en changent. Mais je pense que là, les duos sont bien identifiés, et désormais, ça sera les 90 jours à venir, une campagne intense, notamment dans les États pivots qui sont la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Nevada, l'Arizona et la Géorgie. Oui, alors justement, je voulais venir sur cette campagne qui va donc être extrêmement très intense avec ces deux duos annoncés. Quelles vont être les principales échéances là à venir? On sait que donc il y a la convention démocrate à venir en août. Et puis sur quoi va se jouer cette élection? Alors vous avez parlé des fameux swing states. Est-ce qu'il y en a qui sont plus indécis que d'autres? On va parler de la Géorgie sur la fin puisqu'il y a eu une loi importante sur laquelle on va revenir qui a été votée assez récemment. Mais sur quoi va se déterminer cette élection? Est-ce que vraiment le match est serré, est de nouveau serré? Est-ce que la campagne est de nouveau serrée ou est-ce que
Voilà, on est face à une bulle artificielle créée par les médias et qui va éclater, donc voilà, est-ce que le match est joué d'avance ou au contraire pas du tout? Alors 90 jours, c'est très court dans nos cycles d'actualité, mais c'est extrêmement long au niveau d'une campagne. Il y a énormément de choses qui peuvent ressortir et se produire d'ici là sur la scène internationale, comme au niveau domestique et intérieur, au niveau des États-Unis. Donc là, la politique, la campagne, elle va suivre son cours. Il va y avoir des événements marquants, notamment des débats qui vont avoir lieu entre les candidats, mais également leurs vice-présidents. Donc là, ils sont en train de déterminer les contours de tout ça. Ça va également permettre d'affiner un petit peu les axes programmatiques et de voir aussi si cette lune de miel médiatique qui a été consacrée à Kamala Harris va se maintenir. Moi, je pense qu'elle est artificiellement maintenue et que on va tout de suite voir un peu le vide sidéral tant de la personne que du programme qui est porté et que ça va les mettre en difficulté. Donc aujourd'hui, les axes programmatiques, et du moins dans les préoccupations majeures des Américains, qu'ils soient démocrates, républicains ou indépendants, car rappelons-le, il y a trois blocs, hein. Les républicains et les démocrates qui sont respectivement 30 et 30%, mais au milieu, il y a 40% des électeurs qui sont indépendants et qui aussi d'un côté et de l'autre. Et c'est donc chez eux que vous devez aller chercher des voix supplémentaires. Donc, il y a des enjeux majeurs, prioritaires, qui sont, dans un premier lieu, une crise migratoire sans précédent, donc une immigration illégale qui est absolument euh, débridée, pas du tout maîtrisée, et avec aucune volonté politique de la part de l'administration Biden. Et il y a toute une question sur le coût de, enfin, dans un premier temps, donc, et l'insécurité qui en découle, et un autre volet qui va être sur tout ce qui va être l'inflation, le coût de la vie, le pouvoir d'achat, qui est vraiment une préoccupation majeure, qui sous le mandat de Biden a vraiment explosé. Donc, eux cherchent à se targuer d'une économie qui va bien, et on le verra, elle prend quand même un peu l'eau quand même, la bourse, mais qui, au final, vous avez beau annoncer les meilleurs résultats en bourse, si les gens n'arrivent pas à faire le plein de leur voiture, s'ils n'arrivent pas à faire des pleins de courses, c'est pas ça qu'ils vont pas arriver à se contenter de ça. Donc il y a des vrais sujets sur redonner du pouvoir d'achat aux Américains Oui, et et puis je, également je rappelle quand même que le krach boursier qui a commencé lundi sur la bourse de Tokyo, à l'origine de ce krach boursier, il y a un rapport sur l'emploi américain qui est tombé et qui aurait donné des chiffres assez alarmants. L'emploi américain serait à son plus bas niveau depuis le 2021 et depuis la crise Covid. Donc on voit aussi qu'il y a l'inflation de pouvoir d'achat et puis l'emploi. Donc voilà, la situation n'est pas aussi rose que voudrait le dire le Parti démocrate. ouais, absolument, c'est une bonne transition. Effectivement, il y a un rapport sur l'emploi qui a été assez problématique et qui visait un peu l'administration Biden, qui a charge de ces chiffres-là, mais qui également venait de manière concomitante avec l'annonce officielle de la candidature de Kamala Harris, qui suscite un peu des craintes, des doutes sur les marchés et qui, là, en l'occurrence, a pu plonger toutes les grosses corporations américaines ont fortement chuté à ce moment-là. Donc, il y a des incertitudes qui sont de toutes parts, mais de fait, en ce qui concerne les menaces que vous brandissiez tout à l'heure de la part de certains éditorialistes un petit peu qui vivent dans leur tour d'ivoire en France, ou dans leurs conférences de presse, bien, bien loin de ce qui se passe aux États-Unis, ils ont peut-être oublié que Donald Trump a déjà été président et que toutes les menaces qu'ils avaient déjà brandies au préalable n'ont jamais eu lieu. C'était pas aussi apocalyptique que ce qu'ils ont bien voulu nous faire croire. L'économie se portait très bien, la bourse allait bien, il n'y avait pas de guerre. Donc énormément de situations vers lesquelles d'ailleurs les Américains eux-mêmes le savent et sont nostalgiques de cette ère-là à laquelle ils souhaitent retourner dès novembre prochain. Alors, je sais que vous avez plus beaucoup de temps, Nicolas Conquer, à nous consacrer, mais en tout cas, il me reste vraiment trois points à aborder avec vous qui sont assez importants. Le premier, c'est le rôle d'un certain Elon Musk dans cette campagne. On sait que lundi prochain, ce lundi, il y a un entretien qui est prévu entre Donald Trump et Elon Musk, que Elon Musk, sans faire officiellement campagne pour Donald Trump, en tout cas, passe beaucoup de son temps sur Twitter à dénigrer Kamala Harris, ce qui est d'ailleurs assez symboliquement assez fort, puisque Twitter a été le premier réseau social à censurer le compte de Donald Trump il y a déjà 3-4 ans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais il s'est tellement passé de choses depuis. Donc voilà, qu'est-ce qui peut amener dans cette campagne? Est-ce qu'il peut vraiment jouer un rôle fondamental, déterminant? Et puis voilà, qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'il a à gagner à soutenir Donald Trump aujourd'hui dans cette campagne électorale jusqu'en novembre?
Je sais pas ce que lui a gagné, mais aux États-Unis, on a une liberté d'expression qu'on a retrouvée par cet achat qui a quand même coûté la modique somme de 50 milliards de dollars par Elon Musk, qui a racheté donc Twitter, X, et qui permet désormais à ce que ça devienne une plateforme incontournable pour l'ensemble des débats politiques, culturels, sociétaux et culturels qu'il y a aux États-Unis et dans le monde. On le voit, même Biden, qui était plutôt contre Elon Musk, il fait son communiqué de retrait de la course sur X. Et de fait, il y a énormément d'annonces et de débats qui vont avoir lieu sur cette plateforme. Donc aujourd'hui, Elon Musk, lui, il intervient, on l'a dit, de manière un peu discordante, un peu par rapport à ces entreprises de la Silicon Valley qui ont un parti pris très gauchisant, et on le voit, c'est des statistiques qui sont officielles, qui vous permettent d'identifier la part des contributions des employés de ces entreprises de la technologie aux candidats démocrates ou républicains. Et je vous le donne dans le mille, c'est du 90-10, si ce n'est pas du 99 1%, qui font qu'il y a effectivement un parti pris très affiché. Et on avait parlé de la censure de Donald Trump. Donc aujourd'hui, ça permet voilà, de rétablir une certaine forme de liberté d'expression. Lui, Elon Musk, il reste citoyen et il prend part au débat, notamment suite à la tentative d'assassinat, où là, clairement, il restait un peu dans les lignes arrière, et là, il est vraiment allé au devant de la scène. Il avait été question qu'il apporte un soutien financier important, qu'au final, il a nié. Mais je pense qu'au-delà des dollars et des espèces sonnantes et trébuchantes qu'il peut apporter, c'est également, il intervient un peu aussi dans une certaine forme de normalisation et de conquête de tout un espace qui était un peu inexploré. Tous ceux qui sont un peu euh, technophiles, un peu dans les secteurs un peu indépendants, il peut vraiment jouer un petit peu en cette faveur-là. Et ça permet également d'avoir des nouveaux formats de discussion qui sont moins policés, moins aseptisés que certains médias mainstream voudraient, moins à charge contre un Donald Trump. Et on le voit, Donald Trump se donne à cœur joie à faire des interventions avec ce qu'on appelle des streamers, des podcasters, sur lesquels ça permet d'avoir des images tout à fait intéressantes, et de le découvrir en vérité, et moins à travers un prompteur comme on est habitué à voir des Biden, des Harris ou d'autres candidats démocrates. Donc je pense que ça permet également d'appréhender les candidats de manière différente, et c'est toujours bénéfique au débat de pouvoir avoir ces interventions, mais c'est pas lui qui fait l'élection, c'est des enjeux beaucoup plus importants, mais je pense que son initiative est saine, pour ne pas dire nécessaire. Alors, il me reste une dernière question, cher Nicolas, en deux parties, mais qui se rejoignent finalement. Elle porte sur ce qui pourrait empêcher Donald Trump, soit de se présenter, soit d'arriver à la présidence de manière un petit peu, voilà, un petit peu obscure. On sait qu'il a notamment encore des procès en cours. Je crois qu'il y a une audience qui est prévue le 16 août prochain, qui porte sur, alors, selon les gens qui sont contre Donald Trump, sur sa volonté de vouloir inverser les résultats de 2020. Et puis les risques de fraude électorale. On sait que l'État de Géorgie, pardon, vient de voter une loi qui vise à mieux tracer le vote électronique, les bulletins de vote, pour éviter les fraudes et les accusations de fraude dont cet État notamment a fait l'objet en 2020. On a eu aussi d'ailleurs un expert de la fraude qui a expliqué que l'État géorgien alors l'État de Géorgie, pardon, devait des excuses à Donald Trump sur ce qui s'était passé en 2020. Donc, est-ce que voilà, cette réaction de l'État profond, en tout cas on la suit nous avec notre chroniqueur Renaud Bochard tout au long de l'année, est-ce que vous la craignez vraiment, ou est-ce que c'est plutôt les derniers soubresauts d'un système qui va s'effondrer très prochainement avec pourquoi pas l'arrivée de Trump au pouvoir? Alors, j'irais plus pour la deuxième option, à savoir que c'est des vaines tentatives de cet État politico-judiciaire à criminaliser votre opposant politique, et en la personne de Donald Trump. On l'a vu, il y a énormément de poursuites qui ont été attentées contre sa personne, mais qui se sont un peu retournées contre ceux qui les avaient initiés. Donald Trump a eu énormément de victoires à ce stade, même si ça lui a coûté beaucoup en temps à devoir être assigné devant les tribunaux, mais il a été quand même exempté de pas mal de ses soupçons, même si voilà, ça polarise beaucoup l'attention, et ça crée un climat de défiance vis-à-vis de quelqu'un qui est votre candidat politique. Ça ne renvoie pas forcément une belle image. Pour ce qui est donc de l'État de Géorgie, et parce que c'est là ça dont il va être question le 16 août, c'est une audience qui avait été reportée depuis plusieurs mois, parce qu'il y avait un appel, et d'ailleurs sur laquelle la Cour suprême a tranché peu de temps d'ailleurs après la tentative d'assassinat, dans lequel il est question donc de l'immunité du président sur des actes officiels alors qu'il est président. Et c'est ce que Donald Trump a toujours invoqué, notamment pour ce qui lui est reproché à ce moment-là. Et donc là, on est justement en train de voir dans quelle mesure il faut apprécier si ce qu'a fait Donald Trump, c'était dans le cadre de ses activités officielles ou si c'était en marge.
On est en train de parler de l'État de Géorgie. C'est important de rappeler que l'État de Géorgie en 2020, il est gagné par Joe Biden à 0,3 points. C'est à peine 12 000 voix. Et ça nécessite de vraiment renforcer l'intégrité qu'on a sur notre scrutin démocratique, de vraiment s'assurer que chaque bulletin est comptabilisé et uniquement les bulletins qui sont légalement recevables. Donc il y a une vraie volonté de gagner en traçabilité. Donc ça, c'est cette décision que vous avez commentée par la Cour suprême et qui permet de gagner en traçabilité et qui, de fait, devrait être généralisée absolument partout aux États-Unis. Juste pour faire un petit rappel historique, on se souvient pour les plus anciens d'entre nous, qu'en 2000, il y avait une scène en Floride où, entre Gore et Bush, c'est jusqu'à 6 semaines après, à la Cour suprême, ils étaient en train de voir si les bulletins qui étaient poinçonnés avaient bien été faits. Et c'était vraiment une scène qui était vraiment a mis vraiment le système électoral qui était la risée du monde entier. Et c'est ça qui, à la suite de ça, a fait que les démocrates et les républicains de Floride se sont mis ensemble en disant, en fait, on va remettre à plat le système. Et désormais, on n'aura qu'un système de vote en personne le jour de l'élection et le soir même de l'élection, on est en mesure de déterminer le vainqueur. Et ça, désormais, à la faveur d'une crise, il est sorti quelque chose qui désormais a assaini le système plutôt que de gagner, de garder de l'opacité, de vouloir que tout le monde puisse voter par correspondance comme on le fait dans les États démocrates. Et donc, on se doit, et nous les républicains, on pousse vraiment ça, de y gagner en intégrité de ce scrutin de manière à ce qu'il puisse être indiscutable. Mais indépendamment de ça, c'est surtout les résultats des urnes qui nous l'indiquera ça, donc le 5 novembre prochain, et on espère une victoire un peu retentissante et significative qui permette d'exempter tout risque de contestation euh, de cette élection. Voilà, en rendez-vous, en tout cas réponse le 5 novembre prochain, et avec tout aussi la question qu'on traitera plus tard de si Donald Trump peut vraiment mettre en place en tout cas toutes les politiques qu'il voudrait, est-ce qu'il n'y aura pas des obstacles dans l'État profond, comme il avait pu le rencontrer dans son premier mandat. Merci en tout cas beaucoup Nicolas Conquer d'avoir répondu aux questions de Toxin, d'avoir pris votre temps sur votre temps de vacances pour ça. On sait que l'actualité est très riche, mais aussi qu'il y a ce temps de vacances qui est censé nous reposer. On vous donne rendez-vous évidemment à la rentrée puisqu'on va suivre cette campagne électorale avec vous et puis avec d'autres de manière extrêmement soutenue et poussée. Je rappelle que vous êtes donc porte-parole des Républicains Overseas, donc du Parti républicain américain en France. Et puis voilà, chers auditeurs de Toxin, c'est la fin de ce rendez-vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Nous sommes vendredi soir. Et donc je vous demande également de vous abonner, de mettre des pouces, puisque c'est notre seule manière à nous de persévérer et de lutter contre la censure des algorithmes. Vous avez vu que Google a supprimé les mentions de Donald Trump de ses recherches. Et bien YouTube peut aussi, avec ses algorithmes, masquer certains contenus qu'il ne voudrait pas voir émerger. Et nous sommes pas pour l'instant ciblés, mais ça pourrait arriver un jour. Donc vraiment, on a besoin de votre soutien. C'est vous, notre rempart contre la censure. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à lundi 18h pour un nouveau entretien.